d'électrons. Bien sûr, donc, pour les équations, en fait, pour les différentes équations, on a utilisé équation de mouvement du fuseau d'électrons à l'intérieur de la plaque de déviation verticale. Hein. Et on a dit que la plaque de déviation verticale est alimentée par euh, donc une tension ED. En fait, la tension ED, c'est la tension qu'on veut mesurer. En fait, qu'on veut mesurer avec euh, la sonde de l'oscilloscope. Donc, on va appliquer directement cette tension. Bien sûr, il y a des amplificateurs et ainsi de suite. En quelque sorte, donc, cette tension est proportionnelle à la tension qu'on va appliquer aux plaques de déviation verticale. Donc, ED, c'est la tension qu'on va appliquer aux plaques de déviation verticale et elle est proportionnelle à la tension qu'on veut mesurer avec euh, les sondes de l'oscilloscope. On a parlé aussi de VOX, c'est la vitesse, la vitesse selon donc, la direction OX du faisceau d'électrons. Hein. Donc, cette vitesse-là est obtenue donc, grâce à l'utilisation de l'anode d'accélération et grâce à en fait, la transformation de toute l'énergie potentielle en énergie cinétique. Donc, on peut retrouver donc, la vitesse v, VOX. Donc, c'est la vitesse du faisceau d'électrons. Ici, c'est la vitesse du faisceau d'électrons à l'entrée des plaques de déviation verticale. On aura besoin aussi pour calculer la fréquence limite en fait, la longueur de la plaque. Donc ici, LD, donc elle est donnée par LD, la longueur de la plaque de déviation verticale. Puisqu'on a vu tout ça, on va passer directement à ce que j'ai ajouté. Donc, une gamme de fréquences pour l'utilisation d'un oscilloscope. En fait, bien sûr, donc vous avez donc la relation qui donne dans la déviation. En fait, la déviation du faisceau d'électrons donc, sur l'écran de l'oscilloscope, donc grand D, donc les données par cette relation, donc on a vu cette relation, c'est la relation, je pense que c'est la relation 17, hein, c'est la relation, oui, donc c'est la relation, non, c'est la relation 16, hein. Alors, toute la relation 17, c'est la relation qui donne la sensibilité des déviations. Donc, si nous prenons cette relation-là, donc, dans cette relation-là, donc, vous avez le paramètre ici, donc ED, donc la tension qu'on applique sur les plaques de déviation verticale, on a considéré que ED est constant. On a dit que ED est considéré ici comme constant lorsqu'on calcule donc la déviation à l'aide de cette relation. ED, c'est la tension qu'on va appliquer aux plaques de déviation verticale. Dans le cas où il y a une variation dans ED, hein, donc ici, donc on va considérer le cas où il y a, en fait, pour trouver la fréquence maximale, la fréquence supérieure de la gamme de fréquences où on peut utiliser l'oscilloscope, donc on doit considérer que ED, on doit considérer le cas où ED où il y a des variations dans la tension ED appliquée aux plaques de déviation verticale. Dans ce cas-là, donc, on peut calculer donc, ce qu'on appelle donc, le temps de transition. Donc, le temps de transition est donné par L, c'est la longueur de la plaque de déviation verticale, sur VOX. VOX, c'est quoi? Donc, c'est la vitesse du faisceau d'électrons à l'entrée des plaques de déviation verticale. Donc, on appelle ça donc, le temps de transition. Donc, ça, c'est dans le cas où EDI, donc, lorsqu'on considère que EDI donc la variation donc ED est constant, donc la tension ED appliquée aux plaques de déviation verticale est constante. Donc, dans le cas où il y a donc une variation, donc la fréquence supérieure, donc elle est définie par un quart de la période de la variation de ED. Bien sûr, si on considère que ED un signal dans la période et T de 1, en fait, pour calculer la fréquence supérieure qui va nous permettre, en fait, la fréquence supérieure,
qu'on peut utiliser avec l'oscilloscope est donné par 1 sur 4 de la période de ED. On peut appliquer directement 1 sur 4 T1. Bien sûr, on va remplacer T1 par la longueur de plaque déviation verticale, c'est VOX, et on peut obtenir ainsi donc, la fréquence, supérieure d'utilisation de l'oscilloscope. Donc, ça veut dire ici qu'on ne peut pas aller au-delà de cette fréquence-là. Donc, elle est donnée par la relation FC, hein, donc la fréquence supérieure égale à VOX sur 4L. Hein, donc, donc ça veut dire qu'elle est donc, pour chaque oscilloscope, donc vous avez une certaine gamme de fréquences où on peut l'utiliser. Par exemple, il y a des oscilloscopes, la gamme de fréquences est 50 MHz, il y a d'autres de 20 MHz, et ainsi de suite. Par exemple, en pratique, donc, on trouve ça. Donc, les oscilloscopes avec une fréquence donc supérieure, on ne peut pas dépasser une fréquence supérieure de 20 MHz ou 50 MHz. Et donc, cela, il dépend de quoi? Donc, on peut voir que cela dépend de la vitesse VOX du faisceau d'électrons à l'entrée de plaques de déviation verticale et aussi de L. L, c'est quoi? Donc, il dépend surtout de la longueur des plaques de déviation verticale. Et bien sûr, on a dit que VOX dépend de quoi aussi? Donc, VOX dépend de la tension de l'anode d'accélération. Hein. Si vous prenez donc les relations précédentes, vous allez voir que VOX, donc la vitesse du faisceau d'électrons selon la direction OX, et dépend de la tension de l'anode d'accélération, appliquée à l'anode d'accélération. Et L, c'est la longueur de la plaque de déviation verticale. Et ainsi, on peut définir en fait, la gamme des fréquences d'utilisation d'un oscilloscope. Donc, c'est un paramètre très important. Lorsque vous choisissez un oscilloscope, on doit savoir dans quelle est la gamme de fréquences on peut l'utiliser. Donc, surtout sur la fréquence supérieure. La fréquence supérieure, donc elle est donnée par cette relation-là. C'est VOX 4. Donc, on peut voir que on peut donc la déduire, on peut la déduire donc lorsqu'on ne prenons donc un signe, donc une tension ED variable. Lorsque ED est variable, donc on va prendre, on peut calculer le temps de transition et on va la considérer donc comme 1 sur 4 la période de ED. ED, c'est la tension qu'on va appliquer aux plaques de déviation verticale. Ici, donc, en pratique, donc, vous trouvez donc, des oscilloscopes de 20 MHz, donc avec une fréquence du coup, donc supérieure, qui ne dépasse pas 20 MHz, 50 MHz, ainsi de suite. Monsieur, Bien sûr que pour des oscilloscopes de qualité, donc on peut avoir jusqu'à des oscilloscopes jusqu'à 500 MHz, par exemple. monsieur, Oscilloscopes de qualité supérieure, on peut trouver donc, jusqu'à des oscilloscopes de 500 MHz. Donc ici, donc, je vais arrêter le partage cette diapo-là. Donc, je vais partager avec vous un peu on va voir un peu de la partie des sondes, hein, dans les sondes qu'on va utiliser avec l'oscilloscope pour canal 1, pour, en fait, pour prélever la tension. Donc, on va utiliser donc des sondes avec donc, canal 1 canal 2, par exemple, oscilloscope. Donc, c'est des sondes constituées par un câble coaxial d'impédance caractéristique de 50 ohms. En fait, avant de voir ça, donc, je vais arrêter ce partage. Donc ici, on peut voir donc une sonde, d'un oscilloscope. Donc elle est modélisée. Bien sûr, à l'entrée de l'oscilloscope. Donc pour chaque oscilloscope,
Donc, vous avez donc l'impédance d'entrée. Donc, à l'entrée, donc, canal 1 ou canal 2 de votre oscilloscope, donc l'impédance d'entrée est modélisée par une résistance en parallèle avec un condensateur. Donc, prendre ça. Donc pour l'impédance d'entrée d'un oscilloscope, hein, bien sûr, lorsque je prends un fil ordinaire, donc ici, donc vous avez un fil ordinaire qui est représenté ou modélisé par une résistance R. Donc l'impédance d'entrée de l'oscilloscope est constituée par une résistance en parallèle avec un condensateur. Donc la résistance, donc vous allez voir, il est indiqué sur l'oscilloscope. Si vous prenez l'oscilloscope, on trouve ces indications-là. Donc la résistance est de l'ordre de 1 mégaohm et par exemple, dans cet exemple-là, donc vous avez le condensateur et un condensateur c'est de 25 picofarad. Donc, par exemple, ici, donc, lorsque je prends, j'utilise une file avec, en fait, pour la sonde d'oscilloscope, j'utilise donc une fiche BNC avec deux fils ordinaires, hein, comme les fiches que vous utilisez dans le TP, hein, donc c'est des fils ordinaires. Euh, donc, on peut voir que le rapport par la suite VS sur VE, par exemple, ici, donc, vous voulez mesurer une certaine tension VE, hein, donc vous prélevez la lyre d'un signal, d'un certain signal VE, donc à l'entrée du canal, par exemple, canal X ou canal Y, canal 1 ou canal 2 de votre oscilloscope, donc vous avez VS. Hein. Donc ça veut dire que si on veut calculer le rapport VS sur VE, on peut donc vous allez avoir un rapport en fonction de oméga, donc en fonction de la fréquence. Donc il dépend de la fréquence. Bien sûr, ici, donc, on peut voir que lorsque vous n'avez pas une adaptation d'impédance entre votre donc, donc votre sonde et l'entrée de l'oscilloscope. Et donc, on peut voir que VS sur VE, c'est en fonction de oméga. Donc, c'est en fonction de fréquence. Il va varier en fonction de fréquence. Le rapport VS sur VE. En fait, c'est pour ça qu'on doit utiliser donc des sondes adaptées. Donc, pour une sonde adaptée, donc, euh, on va utiliser un câble coaxial avec une impédance caractéristique de 50 ohms, donc il est équivalent à l'utilisation d'une résistance, hein, donc, résistance en parallèle avec un condensateur. Donc, vous avez résistance, on peut modéliser notre câble, hein, notre sonde, on peut le modéliser par une résistance en parallèle avec un condensateur. Euh, Bien sûr, ici, donc, si on prend cet exemple-là, donc vous avez ici donc l'impédance d'entrée de votre oscilloscope. Donc vous avez condensateur, donc les condensateurs en parallèle avec la résistance d'entrée de votre oscilloscope. Ici, donc, on peut voir la modélisation de votre euh, câble coaxial qui est utilisé avec la sonde. Hein. Donc, dans le premier cas, donc, vous avez un fil ordinaire. Hein. Donc, il est modélisé par une résistance simple. Bien sûr, dans le cas où il n'y a pas d'adaptation d'impédance, je prends donc des fils ordinaires qu'on peut modéliser seulement par une résistance R. Hein. Donc, vous avez ici donc, le rapport VS sur VE, hein, donc, qui dépend de la fréquence. Hein, il dépend de la fréquence. Dans le cas où il y a adaptation d'impédance, donc une sonde utilisée bien sûr, une sonde pour le oscilloscope. Hein. Donc, une sonde avec un câble coaxial de 50 ohms et une sonde conçue pour oscilloscope. Donc, elle est modélisée par une résistance en parallèle un condensateur. Donc ici, donc, vous avez la résistance du câble, et ici donc, vous avez le en fait, condensateur du câble. Donc,
la valeur de la capacité du câble. En fait, pour une adaptation d'impédance, on doit avoir, on doit vérifier cette relation. Donc, on doit vérifier cette relation, donc la résistance d'entrée de l'oscilloscope. Hein. Bien sûr, donc vous avez l'impédance d'entrée de l'oscilloscope, donc on a dit qu'elle est modélisée par une résistance en parallèle avec un condensateur. Donc vous avez donc la valeur de la résistance fois la capacité du condensateur de l'oscilloscope. Et on doit prendre un rapport égal à la résistance du câble fois donc la capacité du câble. Donc comme ça on peut avoir comme ça on peut avoir une adaptation d'impédance et une réponse VS sur VE qui ne dépend pas, hein, si je prends ici donc la réponse VS sur VE, le rapport VS sur VE ne dépend pas de la fréquence. Il ne dépend pas de la fréquence, il dépend seulement des résistances. Donc, la résistance d'entrée de l'impédance d'entrée de l'oscilloscope et la résistance du câble qu'on va utiliser. Mais sûr, pour faire ça, donc on doit utiliser un câble adapté. Il y a adaptation d'impédance. Donc, c'est des câbles, donc, un câble coaxial en général d'impédance caractéristique de 50 ohms qui est modélisé par la suite par donc résistance en parallèle avec un condensateur. On doit avoir donc R câble fois si en fait la résistance du câble fois la capacité du câble égale à la résistance d'entrée du condensateur fois donc la capacité du condensateur d'entrée de l'oscilloscope. Bien sûr, ici, donc, on peut voir un peu donc, l'intérêt en fait, d'utiliser des sondes adaptées pour l'oscilloscope. Donc, je voulais parler un peu je parlais un peu de la fréquence la fréquence supérieure. On peut utiliser donc la gamme de fréquences. On peut utiliser un oscilloscope. Hein. Donc, on a dit qu'elle est définie, donc elle est donnée en fonction de la vitesse VOX, donc la vitesse du faisceau d'électrons à l'entrée donc des plaques de déviation verticale, et aussi donc en fonction de la longueur de la plaque de déviation verticale. Et on a dit que c'est VOX, c'est 4L. On a calculé ça, c'est VOX sur 4L. Donc, si vous prenez un oscilloscope laboratoire, donc vous allez voir que donc vous avez une gamme on peut aller jusqu'à une fréquence de 20 MHz ou 50 MHz. Et même donc il y a donc des oscilloscopes de qualité supérieure où on peut aller jusqu'à une gamme de fréquences de 500 MHz. Donc, j'ai parlé un peu de l'adaptation d'impédance, hein, donc le choix du câble qu'on va utiliser avec notre sonde de l'oscilloscope. Hein. C'est-à-dire lorsqu'on utilise donc un fil ordinaire, hein, lorsqu'on n'utilise pas donc un câble coaxial adapté avec une sonde adaptée pour l'utilisation avec un oscilloscope, donc un fil ordinaire donc représenté donc il est modélisé directement avec une résistance R et on peut voir ici donc ici donc vous avez l'impédance d'entrée de l'oscilloscope, c'est une résistance donc en parallèle avec un condensateur. Donc en général on donne la résistance de 1 mégaohm avec un condensateur de 25 picofarads. Dans le cas où on utilise un fil ordinaire, donc un fil classique, donc vous avez le rapport VS sur VE qui dépend de la fréquence. Ça veut dire qu'il y a toujours donc, une variation. Donc vous n'allez pas obtenir donc, un signal vraiment. Euh, donc il y a toujours donc, une variation, donc, puisque VS sur VE, donc il varie en fonction de la fréquence. C'est-à-dire que toujours donc, on doit tenir compte de ces facteurs-là, VS sur VE, dépend de la fréquence lorsqu'il n'y a pas donc, une adaptation d'impédance. Donc, lorsqu'on utilise un fil ordinaire qui est représenté par une résistance.
dans le cas où on utilise, par contre, lorsqu'on utilise une sonde adaptée, donc un câble coaxial de 50 ohms avec une sonde bien adaptée qui est modélisée par une résistance en parallèle avec un condensateur. Donc, vous avez ici donc, la résistance du câble en parallèle avec le condensateur C-câble. Hein. Telle façon, on peut voir ici que VS sur VE égale directement R aussi. Donc, il dépend seulement de la résistance de l'oscilloscope hein, et la résistance du câble. Donc, on peut voir qu'il ne dépend pas de la fréquence. Hein. Bien sûr, on va avoir ça. Donc, vous allez avoir cette relation-là lorsque la relation suivante est vérifiée. Donc, lorsque la relation résistance de l'oscilloscope, la capacité de l'oscilloscope, bien sûr, ça c'est pour l'impédance d'entrée de l'oscilloscope égale à la résistance du câble, la capacité de votre câble. Bien sûr, donc lorsque vous utilisez, lorsque vous utilisez donc, une sonde adaptée à l'utilisation avec l'oscilloscope, donc vous aurez toujours cette relation. La résistance de l'oscilloscope, de l'impédance d'entrée de l'oscilloscope, la capacité de l'impédance de l'oscilloscope égale à la résistance du câble, la capacité du câble. Ainsi, donc, vous pouvez même donc, utiliser donc, des sondes où il y a un certain rapport d'amplification. Par exemple, vous avez une amplification fois 10, amplification fois 100, amplification fois 1000. Hein. Et aussi, donc, VS sur VE ne dépend pas de la fréquence. Donc ici, donc, je vais arrêter ce partage-là et je vais revenir à la partie 11 de l'oscilloscope. Hein. Je vais revenir à la partie 11 de l'oscilloscope. La tension. Bien sûr, ce déphasage-là va nous aider par la suite dans le calcul de la puissance, par exemple, la puissance active, en fait, pour mesurer la puissance active, par exemple. Puisqu'on doit mesurer donc, le déphasage entre le courant et la tension, donc le déphasage phi entre le courant et la tension, et par la suite, on peut calculer le facteur de puissance cosinus phi, et ainsi on peut obtenir par la suite. Donc, en fait, la puissance, on peut obtenir la puissance active, la puissance réactive, et c'est la puissance apparente dans le cas, donc mesure de la puissance en mode AC, donc alternative. Euh, Bien sûr, donc ici, donc, on est en train de continuer un peu donc, le cours de l'oscilloscope, donc mesure de déphasage. Ici, donc, par exemple, si vous prenez donc, un oscilloscope avec donc, les entrées X, Y, et lorsque vous appliquez seulement donc, un signal sinusoïdal sur plaque de déviation horizontale sans rien appliquer sur plaque de déviation verticale, donc vous aurez quelque chose comme ça, donc vous aurez donc sur l'écran de votre oscilloscope, donc une droite comme ça, donc selon l'axe OX. Donc, vous avez donc le spot lumineux, donc selon, donc vous avez seulement donc le spot lumineux selon le, donc l'axe OX. Par contre, lorsque j'applique une tension sinus-vitale, bien sûr, on peut voir pourquoi. On aura ça, puisqu'ici, donc, ça, c'est la tension qu'on va appliquer. Bien sûr, au lieu d'appliquer un signal dans le scie, donc, sur les plaques de déviation horizontale, donc, on va appliquer un signal sinus-vitale sans rien appliquer sur les plaques de déviation verticale. Donc, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc, un spot lumineux qui va traverser seulement euh, donc l'axe OX. Par contre, donc, si nous prenons maintenant, donc, si nous alimentons donc, la plaque de déviation verticale sans appliquer, sans rien appliquer sur donc, les plaques de déviation horizontale. Donc, on va avoir donc, un spot lumineux, donc, selon, qui va, donc, vous allez avoir une droite selon l'axe OX.
Y. Des coordonnées droites selon l'axe OY sur l'écran de l'oscilloscope à la même. Maintenant, si nous appliquons donc dans le cas où nous appliquons donc une tension sinusoïdale, c'est-à-dire les plaques de déviation verticale et les plaques de déviation horizontale. En fait, plaque de déviation verticale, ça veut dire c'est le canal, plaque de déviation verticale, c'est le canal Y. Hein. Donc, une plaque de déviation horizontale, c'est le canal X. Hein. Ça veut dire ici, donc, si j'applique donc deux tensions, donc, une tension sinusoïdale, deux tensions sinusoïdales, donc, de même amplitude, de même fréquence et de même phase, sur les deux plaques de déviation, donc vous allez obtenir une droite avec une pente de 45 degrés. Bien sûr, sur l'écran de l'oscilloscope. Et ça, vous pouvez obtenir ça lorsque vous utilisez donc, le mode XY. Hein, lorsque vous utilisez, donc, vous devez régler votre base de temps de l'oscilloscope de telle façon à avoir donc, la position XY. Hein. Dans ce cas-là, donc, vous allez obtenir donc, euh, une droite avec une pente de 45 degrés. Donc, aussi, donc, la même chose, donc, lorsque vous utilisez euh, donc lorsque vous avez deux signaux, par exemple, avec un déphasage nul, hein, par exemple, dans le TP, en fait, pour ceux qui ont fait TP, donc la première manipulation avec le circuit résistif, donc vous allez obtenir donc deux signaux. Donc vous voulez représenter bien sûr donc, donc deux signaux avec déphasage nul, donc vous allez obtenir une droite avec une certaine pente, hein, donc une droite inclinée avec une certaine pente. Bien sûr, lorsque vous utilisez les mêmes signaux pour les plaques de déviation horizontale et verticale, des signaux sinusoïdaux, par exemple, comme ça, donc vous allez obtenir une droite avec une pente de 45 degrés. Hein. Donc, vous pouvez voir ça donc, en réglant la position XY avec la base du pont. Maintenant, pour deux signaux, donc sinusoïdaux, mais ici, donc, avec en opposition de phase, hein, deux signaux en opposition de phase. Donc, vous allez obtenir une droite, mais qui va faire donc, une droite venir avec une pente de 135 degrés. Hein, dans l'autre sens. Pour le premier, c'est y égale à x. Si je prends ici, donc, je vais représenter l'expression de mathématiques de cette droite. Ici, c'est y égale à x. Bien sûr, pour le deuxième cas, donc vous avez les deux signaux, donc deux signaux sinusoïdaux, donc avec opposition de phase, vous allez obtenir une autre droite dans l'autre sens avec y égale à moins x. Donc, y égale à moins x. Donc on peut voir que les deux signaux qu'on veut, donc les deux tensions qui sont les signaux donc sinusoïdaux, qu'on va les appliquer sur les plaques de déviation verticale et horizontale, on va avoir donc une droite avec une pente de 135 degrés. C'est-à-dire que c'est y égale à, l'expression mathématique, c'est y égale à moins x ici. On peut voir ça. Donc, y égale à moins x. Et bien sûr, vous avez ici donc, les différents instants, hein, par exemple. À 0, donc vous avez le spot au milieu. Par la suite, donc, il va donc vers la position 1 ici, hein, donc la position 1, ainsi de suite. Alors, vous pouvez suivre donc, comment donc cette droite-là est tracée. Donc elle est tracée. Maintenant, donc, lorsque je prends donc, la même chose, donc deux signaux, donc sinusoïdaux de même amplitude, de même fréquence, en quadrature de phase. En quadrature de phase, ça veut dire que delta phi égale à 90 degrés, donc on va obtenir un cercle.
Enfin, on va obtenir un cercle à deux centres. Bien sûr, euh, avec le centre qui va correspondre au milieu de l'écran de l'oscilloscope. Vous allez obtenir un cercle lorsque vous utilisez donc des signaux en quadrature de phase. Ça veut dire delta phi égale à pi sur 2 ou 90 degrés. Lorsque delta phi égale à pi sur 2 ou 90 degrés, donc vous allez obtenir quelque chose ça et comme ça, donc un cercle. Bien sûr, là, ça c'est lorsque vous utilisez par exemple, donc vous mesurez le courant et la tension pour une charge purement euh, capacitive ou une charge purement inductive, donc vous allez obtenir un cercle. Donc vous allez obtenir un cercle, ce qui veut dire que vous avez un déphasage de pi sur 2 entre la tension et le courant. Donc ça veut dire que vous allez obtenir un déphasage de pi sur 2 entre la tension et le courant. Euh, En fait, ici, donc, avec l'oscilloscope, on doit utiliser donc, les canal 1, canal X et canal Y pour tenir ce qu'on appelle le lissage ou ce qu'on a vu dans les diapos précédentes. Donc, on appelle ça de lissage. Et ça va nous permettre, ceci va nous permettre par exemple, de retrouver le déphasage. Bien sûr, je pense qu'en fait, il y a la méthode directe. Hein. La méthode directe, on peut calculer des phasage. Ici, donc, c'est la méthode avec les sages. Donc, bien sûr, on va voir ça en type P. Donc, le type PD, donc, on va voir ça, donc, comment on peut calculer des phasages en utilisant le lissage ou la méthode directe. Bon, en fait, la méthode directe, donc, on va utiliser donc, directement la représentation des deux signaux, signaux sinusés, donc, sur l'oscilloscope. Dans l'écran de l'oscilloscope, on va calculer taux et puis par la suite la période. Donc on va, vous avez donc la période qui correspond à 2 pi, hein, un dépassage de 2 pi. Et par la suite, donc vous avez taux, donc c'est le temps de retard hein, entre les deux signaux. Donc, euh, on peut donc c'est taux sur grand T fois 2 pi, donc ce qui va vous donner donc, le déphasage en radians. Hein. Ou taux sur grand T fois 360, ce qui va vous donner, ce qui va vous donner donc le déphasage en 2D. Donc, ici, donc, la même chose, donc, ici, donc, vous avez le cas où, euh, donc, vous avez le cas où les deux signaux sont euh, en phase. Hein. Donc, le cas où les deux signaux sont en phase, donc vous allez obtenir une droite. Et donc, vous allez obtenir ça, donc, si vous prenez donc, votre type P, donc le type P par watt, votre type P par watt, par exemple, donc vous allez obtenir donc, un déphasage nul et un lissage qui est représenté par une droite Y égale à donc une droite avec une pente positive, hein, une droite avec une pente positive. Euh, En fait, dans le cas où les deux signaux sont identiques, donc vous allez obtenir donc, une droite Y égale à X avec θ égale à pi sur 2. Hein. Et dans le cas où, par exemple, la manipule par une constituée, donc vous allez obtenir quelque chose comme ça. Mais une équation d'une droite avec une certaine pente. Bien sûr, cette pente-là, donc, vous allez voir par la suite, c'est le rapport des résistances qui constituent votre charge résistive. Vous allez étudier donc, votre type P, par exemple, donc vous avez une charge résistive, donc vous avez le diviseur de tension, vous allez obtenir donc, une équation de droite pour le lissage. Où il y a, donc, ça, c'est dans le cas où le déphasage est nul. Dans le cas où il y a quadrature de phase, bien sûr, il faut un peu corriger cette figure-là. Donc, en fait, dans le cas de déphasage, hein, donc, dans le cas où le déphasage, donc, les deux signaux sont en quadrature de phase, lorsqu'on utilise donc, charge capacitive pure ou charge inductive pure, on a dit que le déphasage entre tension et courant est
pi sur 2 et de l'ordre de pi sur 2. Hein. Ça veut dire que vous pouvez, lorsque vous tracez donc, la courbe de lissage dans l'écran de l'oscilloscope, donc vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc, vous allez obtenir un cercle. Donc, vous allez obtenir un cercle. Donc, le cercle est parfait lorsque les deux signaux donc, sont de même amplitude et de même. Lorsque j'utilise donc deux signaux, signaux de même amplitude en quadrature de phase, bien sûr, avec la même fréquence, donc vous allez obtenir un cercle parfait. Hein. Mais pour la charge résistive, donc vous n'allez pas vraiment obtenir un cercle parfait. C'est pas un cercle parfait, mais vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc, oui. Donc, si je prends maintenant, donc, dans le cas où le déphasage est différent de 0 et différent de 90 degrés. Lorsque vous avez donc deux signaux, donc si avec un déphasage différent de 0 ou différent de pi sur 2. Hein. Lorsque, en fait, ce qui va vous donner, euh, c'est le cas suivant. Par exemple, vous avez deux signaux où le déphasage, en fait, on va prendre deux signaux en phase. Donc, les deux signaux ne sont pas en phase. Et aussi, donc, les deux signaux ne représentent pas un déphasage de pi sur 2. Dans ce cas-là, donc, vous allez obtenir donc, un lissage sous forme d'ellipse. Hein. Euh, donc, on peut observer sur l'écran de l'oscilloscope des ellipses vides. Hein. Donc, ici, donc, vous avez ellipse. Bien sûr, ici, donc, le déphasage entre ces deux signaux-là dans les parties qui entre 0 et pi sur 2. Dans le cas où pi entre 0 et pi sur 2, donc vous allez obtenir cette forme-là d'ellipse. Euh, donc, en fait, pour différentes valeurs de déphasage, pour pi égale à 0, par exemple, si donc, un déphasage phi égale à 0 entre les deux signaux, donc, bien sûr, donc, vous avez le signal sinussoïdal qu'on va appliquer sur la plaque de déviation horizontale. Ici, donc, c'est les signaux qu'on va, les signaux, bien sûr, sinusoïdaux qu'on va les appliquer sur une plaque de déviation verticale. Ici, donc, vous avez le premier cas. Donc, si je prends le premier cas, vous avez deux signaux donc, euh, en phase. Hein. Donc, on va obtenir donc, même amplitude, même phase et de même fréquence. Hein. Bien sûr, de même fréquence, on est sur de même fréquence. Lorsqu'il s'agit de fréquences différentes, il y a d'autres choses qu'on ne va pas les traiter aujourd'hui. On ne va pas traiter ça. En fait, pour les signaux de différentes fréquences, on va pas les traiter. Donc, on va traiter seulement pour les cas de signaux avec même fréquence. Bien sûr, donc, vous avez deux signaux sinusoïdaux de même fréquence, même amplitude et un déphasage nul. Hein. Donc, vous allez obtenir une droite euh, donc, une droite dans l'équation dans l'expression mathématique, c'est y égale à x, par exemple. Dans le cas, si je prends donc ici donc, le dernier cas, hein, donc le dernier cas où il y a les deux signaux sont en opposition de phase, on peut le voir. Hein. Donc, ça, c'est le signal qu'on va appliquer aux plaques de déviation horizontale et ça, c'est le signal qu'on va appliquer aux plaques de déviation verticale. Ces deux signaux-là sont en opposition de phase. Hein, bien sûr, mais de même amplitude, l'amplitude de crête est la même. Hein. Euh, bien sûr, de même fréquence. Hein. Donc, vous allez obtenir donc, pour la courbe de lissage, donc une droite, hein, dans l'équation est donnée par y égale à moins, y égale à moins x. Hein. Donc, bien sûr, donc ici, vous avez l'équation d'une droite avec pente négative, y égale à moins x. Si je prends donc ce signal au milieu, donc bien sûr, les deux signaux qu'on va appliquer aux plaques de déviation verticale et horizontale sont euh, en quadrature de phase. Donc ça veut dire que
phi égale à pi sur 2. Hein. Donc, dans ce cas-là, on va obtenir un cercle. On obtient ici donc un cercle. Et ici, donc, bien sûr, vous avez les autres cas pour les autres valeurs. Hein, donc, pour différents 30 degrés, 60 degrés, 120 degrés, 150 degrés. Donc, vous allez obtenir des formes des ellipsoïdes. Donc, vous allez obtenir des ellipsoïdes. En utilisant les ellipsoïdes, par exemple, on peut retrouver aussi donc, on peut déterminer le déphasage. Hein. Donc, on peut déterminer le déphasage entre deux signaux. Pour faire ça, donc, vous devez faire quoi? Donc, vous devez d'abord centrer votre ellipsoïde. Donc, euh, le centre de votre ellipsoïde, en fait, le centre de l'ellipse doit coïncider avec le centre de l'écran de l'oscilloscope. Et ainsi, donc, on peut déterminer donc, Y1, hein, Y2. Donc, Y1, donc, c'est l'intersection de l'ellipsoïde avec l'axe des ordonnées. Hein. Et Y2, donc, c'est euh, la valeur max qu'on peut mesurer sur donc la valeur maximum de l'ellipsoïde qu'on peut mesurer dans la direction Y. Donc la valeur maximum qu'on peut mesurer de l'ellipsoïde qu'on peut mesurer sur la direction Y. Hein. Donc c'est Y2. Hein. Ainsi, donc on va faire le rapport Y1 sur Y2 égale à sinus phi. Hein. Avec phi, bien sûr, c'est le déphasage entre les deux signaux. On peut, bien sûr, on pouvait aussi donc, utiliser, on va X1, c'est quoi? Donc, la même chose, on doit centrer notre ellipse telle sorte que le centre de l'ellipse coïncide avec le centre de l'écran de l'oscilloscope. On peut voir que l'intersection de l'ellipse avec l'axe OX va me donner X1. Hein, et pour obtenir X2, donc ici c'est la lecture donc, maximum qu'on peut obtenir sur l'écran de l'oscilloscope avec cette ellipse-là, donc c'est X2. Donc, X2 euh, donc c'est la valeur maximale dans la direction OX de l'ellipse. Ici, on va obtenir X2. Hein. Et le rapport X1 sur X2, la même chose, me donne sinus phi. Hein. Ça veut dire que arc sinus phi, donc, égale à. En fait, arc sinus. Phi égale à arc sinus X1 sur X2 ou arc sinus égale 1 sur Y2. Hein. Donc, à l'aide de ces deux rapports-là, on peut obtenir donc, ensuite donc, le déphasage en utilisant donc, donc, la courbe de lissage. Bien sûr, ici, donc, on peut toujours se référer au diapo 21 pour savoir donc, euh, quel déphasage donc, vous allez obtenir. Par exemple, ici, vous avez à partir de la figure A, donc, entre 0,90 degrés ou entre 260 et 270 et 360 degrés. Hein. Si je prends donc, cette figure A là, hein, donc on peut utiliser. Donc, ça, c'est le cas où les diphasages entre 0 et 90 degrés ou entre 260, 270 et 360 degrés. Et donc, pour la figure B, donc, c'est pour le déphasage lorsque phi est entre 80, 90 degrés et 180 degrés ou entre 180 degrés et 270 degrés. Déjà, on peut toujours aussi revenir
la figure de la diapo 21. Ah oui, la diapo 21 pour voir en fait les autres cas. En fait. Le cas où le déphasage est nul, où les deux signaux sont en opposition de phase, où les deux signaux sont en quadrature de phase. En fait, donc ça, vous allez voir ça aussi, bien sûr, dans le TP-Tara. Hein. Bien sûr, vous allez voir par la suite dans le TP-Tara, c'est différents cas. Et pour nous, donc, pour TP-Tara, donc, on va voir ce que donc, c'est le déphasage entre le courant et la tension. Hein. Bien sûr, il y a des cas intéressants, par exemple, lorsqu'on veut, euh, on veut déterminer la fréquence de résonance, par exemple, dans un circuit RLC. Donc, on doit avoir donc, le comportement de notre circuit RLC doit se comporter comme une charge résistive pure, ce qui veut dire que le déphasage entre courant et tension est nul. Hein, ça veut dire qu'on va obtenir le maximum de tension. Ça veut dire donc le déphasage entre le courant et la tension est nul. Hein, et ceci va nous permettre donc de déterminer par exemple la fréquence de résonance dans le circuit RLC. Donc, vous allez voir ça par exemple dans le Mani 3 de votre TP, donc TP numéro 3. Donc, on va ici, donc je vais arrêter ce partage et on va un peu donc entamer donc la partie mesure de puissance, hein, mesure de puissance en mode surtout en mode AC. Donc, on va utiliser donc ce qu'on appelle wattmètre électrodynamique. Un wattmètre électrodynamique pour mesurer donc la puissance en mode AC. Et pour cette partie-là du cours, donc on va voir surtout donc mesure de la puissance active. Donc on va voir donc mesure de puissance active, ça veut dire qu'on va introduire donc, vous allez voir dans la relation qu'on va introduire le facteur de puissance. Hein. Donc, le facteur de puissance cosinus phi. Hein. Et cosinus phi représente quoi? Donc, c'est le facteur de puissance qu'on va utiliser pour, bien sûr, déterminer donc, la puissance active. Pour mesurer la puissance active en mode AC. Donc, je vais partager la partie. Euh, je partage avec vous une mesure de puissance. C'est ça. Bien sûr, en fait, pour le mesure de puissance en mode DC, donc on a pu voir ça, donc, par exemple, dans le. Pour mesure de puissance, hein, bien sûr, elle est importante, la mesure de puissance, dans l'industrie, dans le commerce, ici en domotique, même dans la maison, donc on a besoin toujours de mesurer la puissance, par exemple, pour savoir la consommation de l'habitation, hein, pour l'habitation. Ici, en fait, si on veut, bien sûr, déterminer au préalable, on doit toujours déterminer au préalable notre consommation. C'est-à-dire qu'on doit déterminer au préalable la puissance, c'est la puissance instantanée, c'est pas seulement l'énergie consommée, mais la puissance instantanée. Euh, on va s'intéresser donc ici au pic de puissance. Hein. Donc, lors de construction de circuits électriques, donc, on doit toujours savoir quelle est la puissance, les pics de puissance ou la puissance instantanée max hein, qu'on va, qu'on va consommer. Hein. On doit savoir ça pour le maintenir, bien sûr, en fait, les installations des réseaux d'alimentation électrique. Donc, lorsque vous avez donc si on sous-estime notre demande en puissance électrique, cela va nous conduire par la suite à la surcharge du réseau d'alimentation. Vous avez par parce que j'utilise donc
vous avez une sous-estimation de la demande, donc vous avez une surcharge. Par contre, si vous avez une euh, en fait, si vous avez une sous-estimation, par contre, si vous avez une surestimation, cela va engendrer des coûts d'installation supplémentaires. Donc, toujours, il faut connaître préalablement notre consommation de puissance électrique. Donc, en fait, pour cette partie-là, donc, on va voir, pour faire ça, donc, on doit utiliser des instruments de mesure pour mesurer la puissance. Bien sûr, on doit toujours adapter notre besoin à la puissance qu'on va consommer sans sous-estimation ou sans surestimation. Par exemple, ici, donc, pour mesurer la puissance, on va voir les détails. Donc, mesure de puissance en mode DC et mesure de puissance en mode AC. Pour le courant continu et courant alternatif. En fait, pour le courant continu, donc, on a déjà vu ça dans le type P1, donc avec la méthode voltampère-mètre. On va utiliser des instruments de mesure, donc un voltmètre et un ampère-mètre, et on va calculer directement la puissance consommée par une certaine charge. Donc la puissance est donnée par pi égale à VR fois I de R. V de R fois I de R. Donc V de R, c'est la tension de la charge, et I de R, c'est la tension, c'est l'intensité du courant qui traverse la charge. Bien sûr, on a vu dans le type 1, par exemple, l'utilisation de montage, donc montage amont et montage aval pour mesurer, donc, mesurer la puissance dissipée par une certaine charge, par exemple charge résistive, comme indiqué dans comme indiqué ici. Bien sûr, on a vu dans le type 1 qu'on doit tenir compte en fait, de la consommation des appareils de mesure aussi, hein, puisque donc l'ampèremètre, par exemple, il possède une certaine résistance RA, hein, et le voltmètre aussi donc, possède une certaine résistance RV. Hein. Toujours, on a dit que la résistance interne du voltmètre est plus importante que la résistance interne de l'ampèremètre. Donc, si je prends un voltmètre, c'est des centaines de kilo-ohms. Si je prends un ampèremètre, c'est donc donc des dizaines d'ohms. Donc, on peut voir que, en fait, c'est selon le calibre qu'on va utiliser. Hein. Selon le calibre qu'on va choisir pour l'ampèremètre ou voltmètre. En fait, la résistance interne du voltmètre et de l'ampèremètre dépend du calibre qu'on va utiliser avec l'ampèremètre ou le voltmètre. Comme règle générale, donc vous avez la puissance indiquée par les instruments, hein, puisque vous avez vu le type 1. Donc ici, on va essayer on est en train de répéter un peu des choses, mais d'une autre manière. Hein. Ici, donc, pour la puissance, donc la puissance qui est indiquée par les instruments, c'est quoi? Donc c'est la puissance transformée par la charge plus la puissance, euh, par exemple, donc c'est la puissance transformée par la charge plus la puissance consommée par l'instrument. Donc la puissance consommée par la charge euh, plus, la puissance consommée par les instruments. Ici, c'est la puissance indiquée par les instruments, c'est la puissance consommée par la charge plus la puissance consommée par les instruments. Hein. Dans le cas de montage aval et montage amont, hein, dans le cas du montage aval et du montage amont, donc vous avez deux cas. Hein. Donc, si je prends donc, par exemple donc, la figure 2, donc le voltmètre, il va vous donner quoi? Hein?
le voltmètre va vous donner la tension au bord de l'ampèremètre, en plus de la tension au bord de la charge. Hein. Si je prends donc ici, cette figure-là, bien sûr, la tension indiquée par le voltmètre, c'est la tension au bord de la charge, V de R, plus la tension au bord de l'ampèremètre, V de par contre, si je prends le montage donné dans la figure A, donc, on peut voir la différence entre montage amont et aval. Donc, l'ampèremètre ici, en fait, le courant indiqué par l'ampèremètre, c'est la somme des deux courants, IV plus IR. Donc, c'est le courant qui traverse le voltmètre et aussi plus le courant qui traverse la charge. Ça veut dire ici que toujours, si je prends donc le D, donc vous avez lorsque j'utilise un voltmètre dans la figure B, donc on doit tenir compte toujours d'une chute de tension au bord de l'ampèremètre. La chute de tension au bord de l'ampèremètre, c'est IR fois RA. Hein. RA, c'est la résistance interne de l'ampèremètre. Donc ainsi, on peut obtenir donc, la puissance consommée par la charge VR fois IR égale à ça, égale à VS fois IR moins IR au carré fois RA. Hein. VS fois IR, c'est quoi? Donc c'est VS fois IR, c'est la puissance indiquée par les instruments. VS, c'est la tension mesurée par donc le voltmètre. Vous reprenez un peu les figures ici de voir. Donc vous allez voir que c'est la puissance indiquée par les instruments, moins la puissance transformée par l'ampère. Donc, comme règle, donc vous avez ça. Donc, c'est la puissance indiquée par les instruments, c'est la puissance transformée par la charge, plus la puissance transformée par l'ampèremètre. Donc, ça, c'est bien sûr dans le cas de la figure B. Dans le cas de la figure A, donc c'est la puissance transformée par la charge, plus la puissance transformée par le voltmètre. Hein. Donc pour nous, donc, on a appelé ça donc incertitude. On a utilisé ça dans le calcul d'incertitude systématique. Hein. Ici, on parle d'erreur d'insertion. Hein. Donc, dans cette partie-là, donc, on peut parler aussi d'erreur d'insertion. On appelle ça aussi d'erreur d'insertion. Donc, vous avez des exemples. Hein. Par exemple, si je prends donc vous avez un certain exercice. Hein. Dans cet exo-là, donc euh, on va utiliser deux lampes à incandescence avec des résistances 80 de ohms et 120 ohms. Et on va utiliser donc, une source de tension de 200 volts. Hein. Donc ici, donc, on peut calculer les hauts de mesure de la puissance de la lampe de 80 ohms à l'aide d'un voltmètre. Donc ici, donc, on a donné un voltmètre avec résistance interne du voltmètre de 100 kilo ohms. On a donné aussi donc, l'ampèremètre qui possède une résistance interne on peut voir donc une résistance très faible de 0,1 milliohm. Hein. Et on va considérer les deux cas. On va considérer le cas montage amont et montage aval. AID. Bien sûr, ici, dans le cas où les instruments de mesure qu'on va utiliser sont des instruments lorsqu'on va utiliser des instruments idéaux, donc ça veut dire que dans le cas idéal, l'ampèremètre possède une résistance interne nulle et bien sûr, dans le cas idéal, le voltmètre possède une résistance interne infinie. Hein. Ce qui va nous permettre donc de vous trouver par exemple le courant qui va traverser par exemple ici donc la première lampe. Hein. En fait, qui traverse la première et la deuxième lampe, puisqu'on va considérer ici le cas idéal lorsque l'ampèremètre dans les cas où l'ampèremètre possède une résistance interne nulle, le voltmètre a une résistance interne infinie. Donc, on va diviser directement 200 sur 120 plus 80. Bien sûr, 120 ohms et 80 ohms, donc c'est les résistances
vid2 lampes. 120 plus 80, c'est une émission de vid2 lampes, ça veut dire qu'on va obtenir 1 ampère. Dans le cas idéal, donc, vous avez 1 ampère qui va traverser la première lampe et la deuxième lampe. On peut aussi donc, calculer dans le cas idéal donc, la puissance consommée par la première lampe ou la deuxième lampe. En fait, si je prends donc la première, la lampe avec 80 ohms, hein, avec résistance de 80 ohms, donc la puissance consommée par cette lampe-là, c'est R fois I au carré, hein, R fois I au carré, puisqu'ici, donc, I est égal à 1 ampère, donc ça veut dire que donc, ça veut dire que la puissance consommée est 80 watts. Hein. La puissance instantanée consommée parfaitement. Donc là, c'est 80 watts. Maintenant, on va prendre le cas où le cas réel. Hein. Donc, lorsque le voltmètre possède, bien sûr, le voltmètre ici, donc, il possède une résistance interne de 100 kΩ et l'ampèremètre, une résistance de 0,1 milliohm. On va refaire le même calcul. Vous avez 200. On va diviser, on va calculer donc d'abord le courant qui va traverser ce circuit-là. IS égale à quoi? Donc, c'est 200 sur la résistance équivalente de notre circuit. C'est 200 volts sur la résistance équivalente de notre circuit. Pour la résistance équivalente de notre circuit, donc vous avez la résistance 120 ohms. Donc vous avez 120 avec, en série avec 0,1 milliohm, plus donc, 100 kg parallèle avec 80 ohms. Donc vous allez obtenir un courant IS de 1,000 par ampère. Donc ici, donc, on peut voir que dans le cas idéal, c'est 1 ampère. Dans le cas réel, c'est 1,00 par ampère. Et on peut par la suite déterminer IR, c'est le courant qui va traverser donc la lampe dans la résistance de 80 ohms. Donc on va faire des diviseurs de courant. Hein. En utilisant donc, le diviseur de courant, on va obtenir I de R. Ici, donc, on peut voir que I de R égale à I de S fois 100 kg, c'est 100 kg plus 80. Hein. Donc, vous allez obtenir quelque chose comme ça, 0,999, 0,9995 ampères. Ainsi, on peut calculer par la suite en fait, la tension aux bornes. On peut calculer par exemple ici la tension aux bornes de la lampe, et par la suite la puissance consommée par cette lampe. Et ça, en fait, c'est des calculs simples. Donc, vous avez V de R égale à IR fois donc la résistance, hein, fois 80. Donc vous allez obtenir donc V de R, c'est la tension aux bornes de la lampe, c'est quelque chose comme 79,962 volts. Hein. Donc on peut calculer alors donc, la puissance consommée par la lampe. Hein. Donc VR fois I, on va obtenir quelque chose comme 79,922 watts. Hein. On peut aussi donc ça c'est la puissance réelle par cette lampe. Hein. Aussi donc on peut voir, aussi donc voir donc on peut comparer ça avec la puissance consommée qui est indiquée par les instruments de mesure. Bien sûr pour les instruments de mesure, donc vous avez donc c'est V de R fois I de S. Hein. Donc si je prends donc les instruments de mesure, donc bien sûr le voltmètre il va vous indiquer V de R, mais l'ampèremètre il va vous indiquer I de S. Hein. Il ne va pas vous indiquer I de R. Si je prends ici, donc l'ampèremètre, donc il va vous indiquer seulement I de S et non pas I de R. Dans le cas réel, bien sûr, la puissance consommée par cette lampe de 80 ohms, c'est VR fois IR. Mais donc, les instruments de mesure, ils vont vous indiquer, les instruments de mesure, ils vont vous indiquer
100 kg, hein, il va vous indiquer par exemple I de S par V de R. I de S par V de R. Donc, on peut voir qu'il y a une différence. Donc, c'est 99. En fait, c'est 79,986 watts. Hein. On peut, on va faire la même chose. Hein. Si je prends donc le deuxième, bien sûr, ici, donc, puisqu'on va, on va utiliser en fait, les deux circuits. Donc, en fait, les deux montages, montage amont et montage aval, pour mesurer donc, la puissance dissipée par la lampe, par une certaine lampe. Là, on va refaire les mêmes calculs. Là. On peut dresser le. Donc, vous faites les mêmes calculs tant que vous pouvez apprécier. Donc, ce qui va vous indiquer les différents appareils de mesure. Dans le cas A, dans le premier cas, on peut voir que dans le cas idéal, c'est 80 watts. Dans le cas réel, hein, c'est 79,922. Hein. Et pour indiquer par des instruments, c'est 79,986 watts. En fait, bien sûr, ici, donc, si je compare entre les deux montages, ici, donc, on doit choisir le montage A. Donc, ici, donc, on doit choisir le montage A. Donc, il est plus précis que le montage B. Hein, pour mesurer donc, le montage A, il est plus précis que le montage B. Ah, donc, vous pouvez voir ici, donc, je vais revenir deux montages. Hein. En fait, pour le montage A, donc, vous avez une erreur relative, une incertitude relative de 0,017,5 et l'autre c'est 0,05%. Donc, on doit choisir le montage A. Donc, on peut voir ici donc, le montage A et le montage B. Hein. Donc, le montage A. Donc, ça, c'est le montage B. Hein. Et ça, c'est le montage A. Donc, ça, c'est le montage A. On peut par la suite, donc, la suite, c'est cool, donc, concerne le wattmètre, électrodynamique en mode AC. Donc, ce wattmètre, il va vous permettre de mesurer la puissance, donc la puissance active. Donc, donc, vous allez obtenir quelque chose comme Vm sur la racine de 2 fois I de m sur la racine de 2 fois cosinus phi. Cosinus phi, c'est le facteur de puissance. Hein. On va voir ça par la suite. Donc, vous avez le wattmètre électrodynamique va me permettre d'effectuer des mesures en mode AC alternatif pour calculer la puissance active consommée par exemple, par une certaine impédance Z. En fait, pour aujourd'hui, donc on va s'arrêter ici. Et la prochaine fois, on va